Club Crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. Et justement, en parlant de whale, j'ai pas une meilleure transition que celle-ci avec le graphe que je vous affiche à l'écran. Graphe qui est extrêmement parlant, justement, quand on parle des whales. Eh bien, à l'heure actuelle, on remarque que la plupart des whales ont d'une certaine façon déserter le marché. Alors déserter le marché, ça veut pas forcément dire qu'elles l'ont quitté, hein, plutôt que, encore une fois, elles sont en phase plutôt d'observation. On remarque vraiment, hein, on a vraiment cette zone rouge là qui s'est dessinée avec les whales qui ont perdu ou vendu plutôt plus de 220 000 BTC sur quasiment une année. Donc on a les whales qui ont méchamment déchargé. Et on remarque que par rapport au passé, ok, 220 000 BTC, ça reste une somme conséquente, hein, relativement importante, mais on remarque qu'on a pu avoir bien pire par le passé. Hein. Ici, on avait moins 822 000 BTC qui étaient sortis du portefeuille des C-Whale. Et c'est notamment pour ça que je vous disais que, à l'heure actuelle, j'ai vraiment du mal à croire que le début d'année 2026 pourrait être une forme de hype, un emballement ou autre. Du côté du BTC, la difficulté de minage du réseau Bitcoin a légèrement diminué au début de l'année 2026, ce qui reflète une subtilité dans l'équilibrage des blocs. Et la prochaine augmentation de difficulté est prévue autour du 22 janvier, car le temps de réalisation de blocs observés reste légèrement plus court que la cible de 10 minutes. Et malgré ce léger recul, la difficulté reste élevée, mais en dessous du pic historique de fin 2025, ce qui montre une compétition toujours forte entre mineurs malgré des conditions de marché difficiles. Et cette petite baisse est typique après des périodes de volatilité ou de rétraction de l'activité de minage, mais la reprise anticipée de la difficulté signale que les mineurs restent engagés, et c'est important pour la sécurité du réseau Bitcoin, et une difficulté qui remonte pourrait devenir un indicateur avancé d'un retour de confiance des acteurs infrastructurels, potentiellement positif pour le sentiment des investisseurs BTC. On voit qu'il y a un désintérêt de la crypto déjà depuis un certain temps. Alors, début 2026, oui, on le voit bien sur cette charte, mais surtout, même 2025, on voit bien qu'on a eu un pic lié principalement à Donald Trump, puis après une chute très forte de l'intérêt du retail sur la crypto en général, mais c'est plutôt lié aussi aux performances, je pense, des altcoins. Il doit y avoir une corrélation très forte entre les vues, l'intérêt et les altcoins directement, et surtout aux US qui sont tous tournés vers les ZAD. En tout cas autour de moi, d'avoir l'engouement qu'on a connu notamment en 2020-2021, où on a vraiment eu un afflux de personnes qui étaient complètement étrangers à la crypto, qui ont envie à ce moment-là de se lancer. Pour moi, là, c'est beaucoup plus progressif. D'ailleurs, on le voit, le taux de détention des cryptos en France est entre 8 et 12%, mais on ne parle pas juste d'avoir un peu de Bitcoin sur un wallet, on parle d'être actif. Et si tu prends les gens qui sont véritablement actifs dans les cryptos, donc qui font pas, qui interagissent avec un smart contract, un protocole, peu importe, là, on descend aux alentours de 3 à 4%. Donc évidemment que non, le grand public n'est pas encore dans la crypto, dans le sens, encore une fois, assez vulgaire du terme, puisque dans le crypto, il y a tout et n'importe quoi. Mais ça peut arriver avec des narratifs comme, par exemple, les marchés prédictifs, etc., où là, on va pouvoir, pourquoi pas demain, acquérir vraiment une adoption massive, wallet abstraction, etc. Mais non, on n'y est pas. On voit qu'il y a encore un potentiel massif. Actualité du jour, avec un article qui nous vient de Cryptost. Nous avons donc la possibilité sur Polymarket, pour rappel pour celles et ceux qui vivent dans une grotte, Polymarket c'est une plateforme de marché prédictif décentralisée, qui propose un pari sur l'éventualité du retour de Jésus-Christ avant 2027, avec une résolution fixée au 10 janvier 2026 à 9h. Actuellement, 97% des parieurs ont misé sur le non, estimant la probabilité faible, tandis que 3% ont parié sur le oui. Promettent des rendements de fou, c'est les vidéos les plus regardées, et les gens vont sur ces vidéos-là et achètent en fonction de ces vidéos-là et se font la majorité éclataxouillée. Bon, vous le savez de toute façon, je répète juste ce qui se sait. Hein. Bon, et donc, faut savoir qu'en ce moment, bon ben, c'est pas très très joli. Alors il y a, je vous parlais depuis plusieurs mois, même année, hein, l'alcoin saison, qu'on me pose une question depuis le bear market du 22, Foufi alcool saison. Moi, je vous dis toujours la même chose depuis quelques années. Alcoin saison, il y a beaucoup trop de projets. Il faut oublier ce terme-là. Avant, ça marchait, maintenant, ça marche plus. Et là, on a un rapport très intéressant qui vient de tomber, en gros, qui nous dit que le nombre d'échecs crypto est à plus de 11,6 millions en 2025, le niveau le plus gros, jamais enregistré. Hein. Et donc, surtout, le 4e trimestre qui a été le pire de toute l'histoire des crypto-monnaies, 7,7 millions de jetons de projets, donc de crypto,
sont capotés. Pouf, au revoir, merci, on cessé d'être négociés, tu vois. Donc c'est un rapport qui nous vient de CoinGecko, de Chopin-Lee, qui nous dit, alors déjà, le crash boursier 10 octobre a fini le nettoyage, mais le nettoyage qui avait déjà commencé. Et regardez, ici, c'est ce qu'il nous a donné, le graphique, qui nous dit le nombre de projets qui sont morts, altcoins qui sont morts. En 2021, c'était 2584. Tu vois, c'était rien. Maintenant, 2025, 11,6 millions. Tu vois, c'est plus qu'exponentiel. C'est une explosion gigantesque. Et c'est ce que votre Foufinou d'amour vous dit depuis des années, mais pas parce que je suis Nostradamus. Et les grosses news que les gens attendaient, tu vois, en 2024, quand il y a eu l'élection de Trump, il y a eu cette euphorie parce qu'à l'époque, les gens se disaient, en fait, entre Kamala Harris et puis lui qui était pro-crypto, ou en tout cas qui se disait plus pro-crypto, et elle, on se disait, le président de la plus grande puissance mondiale qui va être pro-crypto, il va faire des réserves en crypto, il va faire des machins. Au final, il y a eu énormément d'attentes et très peu de delivery par rapport à ce qui a été fait, en tout cas sur le court terme. Il a lancé des saloperies comme son Trump, le Melania, et donc ça a lancé toute une vague de grosses scams. Derrière, on a quand même eu énormément d'avancées, comme sur la partie juridique, réglementaire, avec le fait de virer Gary Gensler, le fait de rajouter le Genius Act Bill, le fait d'ajouter tout un tas de choses qui sont vraiment dans la partie purement pro-crypto, avec les réserves stratégiques et tout ce qui s'ensuit. Et mine de rien, même ça n'a pas servi à faire bouger le prix, quoi que ce soit. Cotée en bourse avec 6 milliards de capitalisation, elle a des clients prestigieux comme Disney, Givenchy, Ralph Lauren, Netflix, etc. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est la faute à Ledger parce qu'ils auraient choisi comme partenaire une start-up inconnue au bataillon. Ledger n'est même pas le seul client Global E qui a été touché en fait, c'est juste qu'on en parle beaucoup parce que les données qui ont été prises sont plus sensibles dans la crypto. Que des pirates découvrent où vous habitez et qu'est-ce que vous payez à Netflix tous les mois, c'est une chose, mais que les pirates découvrent où vous habitez et quel type de portefeuille crypto vous avez, c'est un peu plus embêtant. Et malheureusement, cette fuite de données concerne toutes les données qui sont passées par Global E, c'est-à-dire les noms, adresses postales, adresses mail, numéro de téléphone et détails des commandes. Ce qui veut dire qu'encore une fois, tous les criminels qui le souhaitent pourront acheter une base de données toute récente avec une liste de détenteurs crypto potentiels et leurs adresses. Dans le mail qu'ils ont envoyé ce lundi aux clients qui en sont victimes, Global E a suggéré de se prémunir avant tout contre les tentatives de phishing, mais pour les gens qui habitent en France, il vaut peut-être mieux acheter une porte blindée et des armes de défense. Car le même jour, à Manosque, une nouvelle attaque s'est produite. Vers 19h30, une femme habitant dans la commune a eu la mauvaise surprise de se retrouver face à 3 individus encagoulés et armés devant sa porte. Ils sont rentrés par la force et l'ont séquestré puis violenté pendant une demi-heure avant de repartir avec une clé USB sur laquelle se trouvait visiblement une phrase de récupération de portefeuille crypto ou autre donnée du genre. Bonne nouvelle cette semaine, c'était quelque chose de très attendu, la réponse de MSCI sur la cotation des entreprises au sein des indices MSCI justement qui détiennent du Bitcoin et des cryptos en trésorerie. Vous savez que c'est un news qui est tombé en fin d'année 2025 où en fait il y a eu des rumeurs qui circulaient comme quoi MSCI allait potentiellement retirer de ces indices les entreprises qui détiennent des cryptos en trésor et donc interdire aussi de nouvelles entreprises qui voudraient rentrer dans l'indice de le faire. Et donc ça aurait été potentiellement quelque chose d'assez problématique parce que ça veut dire qu'il y a plein d'entreprises qui auraient potentiellement revendu leur bitcoin, revendu leur crypto. Ça aurait mis un petit peu un coup d'arrêt à la tendance actuelle qu'on a notamment côté américain au niveau institutionnel et corporate d'acheter du bitcoin. Pendant que tout le monde paniquait sur Bitcoin et les cryptos, il y a des banques américaines qui ont passé à l'action. Il y a 4 jours, Morgan Stanley a déposé un dossier de demande d'ETF spot pour Bitcoin et Solana. Ils ont rajouté Ether le lendemain et c'est la première banque américaine à faire ça. C'est pas juste un gestionnaire d'actifs comme BlackRock, c'est une banque américaine. Ils avaient plutôt un rôle de bouclier, de custody, de gestionnaire. Maintenant, ils commencent à vouloir émettre leurs propres produits. Ça ajoute une légitimité absolument énorme au marché et ça pourrait attirer beaucoup d'attention. Ils vont aussi en mi-2026 commencer à proposer Bitcoin, Ethereum et Solana en trading sur leur plateforme et ils ont aussi annoncé la création d'un portefeuille numérique pour la deuxième partie de 2026. Il y aura des cryptos mais il n'y aura pas que ça. Il y aura surtout des actifs tokenisés, des actions, des obligations, etc. Mais il y aura des cryptos et ça c'est un boost absolument énorme. Vendredi soir, Donald Trump a lâché une nouvelle bombe, cette fois-ci concernant les cartes de crédit aux États-Unis. Il veut plafonner à 10% les intérêts d'emprunt payés par les utilisateurs qui peuvent atteindre jusqu'à aujourd'hui plus de 30%. Alors cette mesure, qui semble au premier abord être une excellente nouvelle, pourrait bien déstabiliser le système et pousser les ménages à faible revenu vers des solutions encore plus risquées, encore plus pénalisantes ou encore plus dramatiques. Et au final, on s'aperçoit que c'est peut-être l'objectif de Trump. La deuxième chose qui nous est apparue, c'est franchement une déflagration. Tout le monde en parle, c'est quand même fou. Quand Trump s'attaque à la Fed, Powell dénonce un prétexte politique par rapport
à son injonction de devoir passer devant le Congrès vis-à-vis des financements de la rénovation de la Banque centrale américaine. Prétexte, c'est fort probable. En tout cas, Jérôme Powell a fait un discours du 1 minute 33 qui a été relayé partout sur la planète. Effectivement, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec un grand sérieux. La question qu'il faut se poser, est-ce que la politique et le gouvernement américain va enfin pouvoir ingérer directement auprès de la Banque centrale? Certains diront ça fait quand même des décennies que ça se passe comme ça, mais là, pour le coup, c'est une volonté de vouloir l'exprimer, notamment par rapport aux assignations et par rapport aux injures envoyées de façon quotidienne. Aujourd'hui, on va parler de la Fed, de son indépendance et de la manip qui va autour. Mais avant, on va juste revenir brièvement sur les chiffres de l'emploi de vendredi dernier pour ceux qui n'ont pas pris la peine ou pas pu voir le Swiss Bliss de ce week-end. Que vous le savez, vendredi dernier, le Bureau of Labor Statistics, ces génies qui nous pondent des chiffres avec la précision d'une météo à 15 jours, nous ont livré leur dernier chef-d'œuvre, les non-farm payrolls de décembre. C'était la première fois depuis une éternité qu'on avait un mois propre, sans shutdown, sans grève, sans excuses bidons. Les idoles de Wall Street, les analystes, les économistes, dans leur immense mensuétude, nous avaient prédit 73 000 créations d'emplois. Résultat, c'est sorti à 50 000, douche froide. Et comme au BLS, on aime bien l'autoflagellation, ils ont aussi révisé les chiffres de novembre à la baisse, à 56 000, parce que bon, faire juste du premier coup, c'est vraiment pour les amateurs, visiblement. Pour vous donner une idée du désastre, la moyenne historique est à 100 000, il n'y a donc pas besoin d'avoir fait maths sup et l'ENA pour comprendre que l'économie américaine n'est pas au top de sa forme. Alors bien sûr, dans notre monde merveilleux de la finance, c'est une excellente nouvelle, parce que si l'économie va mal, la Fed, bien sûr, va devoir baisser les taux peut-être plus vite. Le dollar devient fort, donc c'est pour ça que ça ralentit les indices. Maintenant, c'est trop tôt pour parler de correction ici. Demain, il y a le CPI, c'est hyper important. Le forecast est à 2,7, donc le marché s'attend à 2,7% d'inflation. On verra si c'est plus ou moins. Si c'est plus, c'est pas favorable pour baisser les taux d'intérêt. Si c'est moins, ça pourrait réaugmenter les probabilités de baisser les taux. Le truc, c'est que les probabilités ont bien baissé depuis plusieurs semaines. On est passé à 27% de baisser les taux, enfin un peu plus, 28-29% pour mars 2026. Et en avril, pareil, il n'y aurait pas de baisse des taux pour le marché sur le premier trimestre de l'année, voire jusqu'en avril. Pour le moment, la prochaine baisse, ce serait en juin, avec le prochain Sherman qui arrivera d'ici le mois de mai. Encore une fois, tout peut changer parce que là, les indices sont en train de monter. Si les indices se mettent à retracer, ça va augmenter les probabilités de baisser les taux. Pour le moment, d'un point de vue technique, c'est toujours haussier. Quand même, les gars. Voilà. Alors là, on est quand même sur des graphiques assez fous. Hein. Là, on est d'accord. Je suis pas là pour dire les métaux précieux, c'est de la merde. Donc, j'en ai en portefeuille. Si ça monte, je gagne plus de pognon. On est d'accord. Et les gens aujourd'hui vous parlent de silver, alors que tout là tout le monde s'en foutait. Là, comme par hasard, alors le précédent top sur le silver, c'était sur 2011, d'accord? Si on revient encore avant, ça aussi j'adore le faire, on revient encore avant, regardez la gueule du graphique quand même. C'est-à-dire que le top qu'on avait là, ça a été dans les années 79. Donc là, vous achetiez un top en 79 sur le silver, ça se pète la gueule, donc de 79 jusqu'à 93, vous attendez jusqu'à 2011. 2011, vous êtes pile à ce moment-là, ça se repète la gueule. Et là, vous dépassez réellement votre ATH. Donc en fait, il vous a fallu... Break-even 14 ans. Non mais break-even, mais beaucoup plus. Attends, mec. Bah si t'as fait... mais si t'as acheté en 80. Ah oui, mais si t'as acheté en 80, alors break-even, après je te dis que ça se repète la gueule. Donc en fait, là, t'as une mèche. Ok. Moi, je pars du principe que globalement, là, le vrai ATH... 45 ans pour break-even, mais voilà, mais c'est pas mal. Hein. Alors, c'est pas mal. Donc là, pour le coup, là, il y a tous ceux qui achètent maintenant, ils vous disent, ouais, ça, to the moon, ça va augmenter. Le Bitcoin autour de 91, donc là aussi, dès qu'on essaie de passer la tête à 94.5, on se fait repousser. L'idéal, comme on l'a vu là aussi ces dernières semaines, serait de retester les 100 à 102 000 $. Et c'est là où, si ça coince réellement, on descend à la cave chez les gobelins. Ou bien, si l'on passe d'un seul coup avec une énorme bougie impulsive, qu'on va jusqu'à 108 et qu'on retravaille au-dessus de 108, ça veut dire qu'on est toujours dans cette méga phase haussière. Et là, ça donnera du grain à moudre à ceux qui disent que le cycle de 4 ans est terminé et El Famoso super cycle. Je vous rappelle malgré tout, pour ceux qui ont peut-être la tête un peu moins dans les nuages, un peu plus ancrée dans le sol, qu'à ce jour, la moyenne mobile 200 est autour de 57 581 $ pour Bitcoin. On nous avait annoncé en redout une possibilité de reprise haussière pour le début 2026.
ça semble, on va pas se mentir, quand même plutôt compliqué. Et en monthly, regardez, en monthly, j'ai vraiment l'impression d'avoir un range qui est en train de se dessiner. J'ose espérer que la fin janvier pourra peut-être me donner tort et relancer un petit peu la hype sur le marché des crypto-monnaies. Mais selon moi, vraiment, tant qu'on n'a pas refranchi la barre des 100 000 $ sur le BTC, il n'y aura absolument aucun emballement, aucune hype. On en a d'ailleurs parlé dans le live de jeudi, si vous ne l'avez pas vu, où on avait notamment expliqué que, à l'heure actuelle, les investisseurs de tout poil, que ce soit le retail, les institutionnels ou autres, ils sont plutôt sur d'autres types d'actifs, la finance traditionnelle, l'intelligence artificielle et autres, qui ont clairement à l'heure actuelle le vent en poupe. Et c'est vrai que la crypto-monnaie ne fait pas rêver. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.